Bonsoir à tous les trois. David Thompson, vous êtes reporter au service Afrique de RFI. Vous aviez publié il y a quelques mois, vous avez reçu d'ailleurs Les Français djihadistes aux éditions Les Arènes. À côté de vous, Gilles Kepel, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe. Vous avez publié également il y a quelques mois Passion française, les voix des cités aux éditions Témoins Gallimard. Et à côté de vous, Jean-Charles Brizard, bonsoir. Vous êtes expert international en terrorisme auprès d'un institut particulier, je crois. Non, j'ai ma propre société. Vous avez votre propre société, vous êtes votre propre homme. Nadia, une question d'un de nos auditeurs en 28 secondes. Oui, je vous la lis tout de suite. Y a-t-il une chance de voir un jour une manifestation de musulmans de France contre le djihadisme? C'est aussi ce qu'a réclamé le philosophe Michel Onfray ce week-end, que les musulmans de France descendent dans la rue pour dire c'est pas nous, c'est lui. Gilles Kepel, est-ce que parce qu'un homme a commis des atrocités au nom de l'islam, est-ce que tous les musulmans doivent descendre dans la rue pour se désolidariser de lui? Ils ne sont pas obligés de se sentir concernés, c'est bien ça le problème. Je ne suis pas croyant, mais j'ai été baptisé chrétien. Ce n'est pas parce qu'un cinglé a fait des horreurs au nom du christianisme que je vais, du fait de mon origine ethnico-raciale, religieuse, je ne sais trop quoi, culturelle, me sentir contraint d'aller le dénoncer. Ça, c'est la position de base. Oui, mais cela étant, c'est compréhensible. Parce que, effectivement, le problème du djihadisme radical, c'est qu'aujourd'hui, il bénéficie d'une sorte de consensus, d'omerta, sur le thème « il ne faut pas se désolidariser de l'un d'entre nous ». Et c'est ça que j'ai observé dans l'enquête à travers les cités, et ça, c'est l'un des phénomènes les plus préoccupants, si vous voulez. Alors, comment trouver la bonne mesure entre des injonctions qui n'ont pas de sens formulées comme telles et, effectivement, la mise à l'écart de ce type d'individus, parce que c'est justement quand ces gars seront plus comme des poissons dans l'eau dans les cités où ils vivent, que ce phénomène aura significativement décru. Or, pour l'instant, le drame social et la déchirure dans ces cités fait que les solidarités prévalent. On va y revenir aux cités parce que vous avez publié une tribune dans Le Monde où vous revenez beaucoup sur l'environnement, le délitement social, Roubaix, Tourcoing, les régions dont est origine Médine et Mouche. David Thompson, le loup solitaire, qui est devenu une expression consacrée, qu'est-ce que c'est ce profil de loup solitaire et correspond-il à ce profil? C'est vrai qu'il faut s'entendre sur la réalité de cette expression, qui est d'ailleurs parfois une expression qui est revendiquée par les djihadistes eux-mêmes, notamment dans la revue Inspire, diffusée par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. C'est une expression qu'on retrouve. Loup solitaire, ça renvoie simplement au concept de djihad individuel. Ça veut dire que la personne agit seule, avec les moyens du bord, entre guillemets, selon une théorie qui a été développée par l'un des plus grands penseurs du djihad, parce qu'il y a des penseurs du djihad, qui s'appelle Abou Moussa Balsouri. C'est le djihad du pauvre. C'est le djihad du pauvre, ça, exactement. Puisqu'on n'est plus aujourd'hui plus trop, en tout cas, dans la possibilité d'une attaque d'envergure de type 11 septembre. Donc on est plus dans des opérations de djihad individuel. Pour autant, ça ne veut pas dire que personne n'est derrière cet individu, puisque là, dans l'occurrence, il y a une organisation qui est très puissante, qui est présente sur deux pays, la Syrie et l'Irak. Quelle organisation? L'État islamique en Irak et au Levant. Donc il avait un foulard avec leur nom dessus, etc., dans ses affaires, c'est ça? Absolument, absolument. Donc, marqué au feutre, apparemment. Donc le loup solitaire, évidemment, ça veut simplement dire que la personne agit seule, mais elle n'est pas déconnectée d'une organisation. Jean-Charles Brizard. Le véritable loup solitaire, en réalité, n'existe pas, on le sait. On ne s'auto-radicalise pas. On se radicalise, bien sûr, mais grâce à quelqu'un, toujours, même y compris sur Internet. Beaucoup sur Internet, dans les prisons, on a besoin de quelqu'un pour se radicaliser, d'un support, si vous voulez, ou d'un interlocuteur, à tout le moins. Non, c'est une expression qui, effectivement, comme le disait David Thompson, renvoie au djihad individuel, théorisé, il faut le savoir, avant le 11 septembre 2001, par Abou Moussa Balsouri, djihad al-Irab al-Fardi. C'était le djihad destiné à terroriser et individuel surtout. Et c'est en fait la mutation, c'est non seulement un djihad du pauvre, une guerre du pauvre, mais c'est également une guerre moderne. Il envisageait cela parce qu'il estimait que les organisations, les réseaux très structurés étaient beaucoup trop prévisibles, beaucoup trop visibles surtout, par rapport aux services de renseignement et aux États occidentaux. C'est la raison pour laquelle il préconisait effectivement le développement de cette nouvelle guerre à travers des individus. D'accord, en se servant du numérique. Oui, du web, évidemment. Si vous voulez, la différence avec l'âge précédent, le djihad Ben Laden, le djihad léniniste, si j'ose dire, parce que vous aviez le gars de Fidel Castro tout à l'heure, qui, donc, Ben Laden payait tout, la formation des pilotes, les billets d'avion, etc. Là, c'est plus du tout ça. Mais qui paye précisément Nemouche, par exemple, qui lui a fourni de l'argent? C'est une vraie question, parce qu'il a quand même beaucoup bougé. Alors, c'est paradoxal, parce qu'on le voit aller en Thaïlande, donc il y a bien... Mais vous avez la carte? On a une précisément de ces déplacements. On a une carte qui retrace le périple de Médine et Mouche depuis Salon de Provence.
l'endroit où il sort de prison après s'être radicalisé, jusqu'à Marseille où il va se faire arrêter. Alors c'est une carte qui passe par Londres, qui passe par Tunis, qui passe par la Syrie où il passe un an, qui va passer après par l'Extrême-Orient pour revenir à Francfort. Elle pose plein de questions, cette carte. La première, je voulais vous demander, Jean-Charles Brizard, quand il sort de prison à Salon de Provence, on sait, les autorités savent qu'il est devenu un militant islamiste radical. Est-ce qu'on aurait dû, non pas l'appréhender, mais le suivre à partir de là et ne plus le lâcher? Est-ce que c'était possible? D'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'effectivement, au stade de la détection, les services de renseignement ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'à l'instar de l'affaire Mera, ils ont détecté l'individu comme étant dangereux. Enfin, en tout cas, comme étant un individu classé potentiellement dangereux. Et versé dans l'islamisme radical. Pour le reste, on peut suivre quelqu'un sur le territoire national, bien entendu. On a des procédures pour cela qui existent aux frontières pour interpeller une personne qui tenterait de sortir du territoire. On peut l'interpeller éventuellement en France, bien entendu, s'il y a une infraction. Sans infraction, on ne peut pas arrêter une personne, on ne peut pas l'interroger. Voilà. Et à l'étranger, en revanche, c'est beaucoup plus aléatoire. Là, vous le dites, effectivement, il a sans doute brouillé les pistes lui-même pour son retour. Sauf qu'à Francfort, quand il rentre en Europe à Francfort, on le repère à nouveau. Il n'est pas recherché. Et puis il repart. Cette personne n'est pas recherchée. Elle a purgé sa peine en France. Il est signalé simplement à l'époque de sa détention comme une personne proche des milieux radicaux. Rien d'autre, si vous voulez. On ne lui reproche rien et on ne peut rien lui reprocher. Est-ce qu'on collabore avec la Turquie pour intercepter certains de ces jeunes à la frontière? On sait qu'ils passent essentiellement par la Turquie. La coopération est très difficile avec la Turquie. Ce serait plus simple si la Turquie était en Europe. On n'a tellement pas voulu de la Turquie en Europe. Est-ce que paradoxalement, si la Turquie faisait partie de l'Union, ça serait plus simple? On aurait une frontière avec la Syrie. Oui. L'Europe aurait avec la Syrie. On aurait une frontière directe. Ça m'a beaucoup frappé quand j'étais à la frontière syro-turque. J'ai traversé clandestinement autrefois, quand on pouvait encore le faire. C'était très frappant. On avait la frontière, la route stratégique creusée par l'OTAN. Si vous voulez, bon, je ne suis pas sûr que ce serait très confortable que l'Union européenne ait une frontière aujourd'hui avec la Syrie en guerre. Mais bon. Gilles Kepel, vous évoquez la Syrie et cette Uchronie, ici la Turquie, on aura une frontière avec eux. C'est devenu un vortex, un lieu, une terre d'asile terroriste et djihadiste, la Syrie? Mais je crois que c'est en train même de changer de nature. C'est-à-dire que ça n'est plus tant aujourd'hui pour les Européens qui vont là-bas l'occasion de se battre contre Bachar el-Assad, dont demain on va célébrer la réélection triomphante probablement. C'est un message d'ailleurs à l'Occident, c'est-à-dire vous avez voulu me faire tomber, bien sûr personne ne croit que c'est sérieux, mais néanmoins, je fais semblant de me faire réélire. Regardez le désordre parmi les gens que vous avez voulu soutenir en face. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est devenu aujourd'hui principalement une terre de formation, de préparation au renvoi à l'expéditeur, si j'ose dire, des djihadistes en Europe. Et là, on est en train de changer complètement de dimension. Ils sont tous formés pour revenir frapper leur pays d'origine? Non, ils ne le sont pas tous systématiquement, mais c'est en train de se transformer pour nous aujourd'hui en ça. Si vous voulez, dans la politique extérieure française, le président avait dit qu'il faut punir Bachar el-Assad. Maintenant, on a des types qui reviennent, parce que malheureusement, il faut imaginer que ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le seul. David Thompson, Claude Ascoli, je vais vous soumettre le chiffre du jour. Vous avez rencontré pas mal de djihadistes qui se sont radicalisés en France. Combien en partance, partis? 780 Français, ressortissants français, qui seraient en Syrie actuellement au djihad, qui seraient revenus du djihad ou qui se prépareraient à partir. C'est un chiffre exponentiel. Début de l'année, on disait 200. Dimanche, hier, le président de la République disait 700. 780 aujourd'hui, est-ce que ce sont 780 bombes à retardement aujourd'hui, David Thompson? L'estimation me paraît fiable et c'est une fourchette assez aléatoire finalement qui est la même depuis plusieurs mois, c'est-à-dire 780, 800 personnes concernées. Dont des femmes et des enfants. Dont des femmes et des enfants, puisque c'est un djihad familial. On part avec centaines de femmes. Oui. Et on estime que sur place, il y a à peu près 4 à 500 ressortissants. Les armes à la main, c'est à peu près 300 personnes. Sur ces 300 personnes, il faut bien faire la distinction effectivement entre ceux qui ont des intentions de retour en France pour mener des opérations armées, comme c'est le cas avec ce qui vient de se passer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a un débat au sein de la communauté djihadiste. En gros, pardon, je sais que c'est compliqué, mais... C'est impossible de savoir. Mais une centaine, une dizaine, plus, moins? Plusieurs dizaines, ça, sans aucun doute. Plusieurs dizaines de bombes à retardement en Syrie actuellement. De personnes qui, en tout cas, m'ont confié leur intention de revenir en France pour mener une opération armée, soit contre des cibles institutionnelles, militaires, policières, soit civiles. Gilles Kepel, pourquoi? Parce qu'il y a un discours de rupture, vous l'avez constaté, vous aussi en enquêtant, contre notre civilisation qui serait impie. Oui, vous savez, quand on part en Syrie en particulier, après être passé par la case prison, qu'on considère que ce n'est pas à la société qu'on a une dette, mais que c'est à Dieu, que c'est en étant particulièrement
pieux, puis en se radicalisant, en faisant le djihad pour Dieu, qu'on va payer sa dette à l'humanité d'une certaine manière. Après, revenir pour se battre contre la France qui vous a mis la tête sous l'eau, qui vous a humilié, etc., c'est quelque chose, c'est un discours qui est très aisément compréhensible pour des âmes simples, qui après le maniement des armes, après la solidarité en Syrie, est quelque chose qui peut assez bien fonctionner aujourd'hui. Alors maintenant, les mécanismes psychologiques, il faut voir, il faut faire des entretiens. Ça, David Thompson on les connaît mieux que moi, avec des gens qui sont allés là-bas, comprendre leur cheminement. On n'en est pas encore là pour l'instant. Nadia, une brigade féminine? Oui, sur une vidéo qu'on a vue sur Internet, on parlait d'Internet. Sur Internet, on trouve des milliers de vidéos de djihadistes tournées depuis la Syrie. Elles ont souvent l'air d'être tournées par des réalisateurs de série B hollywoodiennes. Elles servent tout à la fois à recruter, à revendiquer des attentats et à se présenter en tant que brigade. Et la semaine dernière, et je parle sous le contrôle de David Thompson, ce qui la connaît mieux que moi, une vidéo a été rendue publique. Elle a été tournée par la brigade Firkatul Ghuraba, ça veut dire la brigade des étrangers en français. Il me semble que c'est la première fois que des Français se revendiquent en tant qu'unité, donnent leur nom à travers une vidéo sur Internet. On les voit combattre et on voit notamment de nombreuses femmes s'entraîner au tir. Des vidéos comme ça, il y en a des milliers, peut-être plus que ça. Jean-Charles Brizard, est-ce qu'on est capable, est-ce que les services secrets sont capables d'authentifier ces vidéos et d'éventuellement identifier les Français partis et constituer des dossiers, parce qu'on les voit? Bien sûr qu'on constitue des dossiers, bien sûr que les services à la fois de renseignement, de police et services judiciaires constituent des dossiers. C'est même nécessaire d'ailleurs si on veut par la suite réprimer les agissements de ces personnes, parce qu'il faut établir quand même à un moment donné le lien entre les individus qui reviennent ou qui souhaitent partir. Ça a été le cas au mois de mars, on a fait condamner des personnes qui souhaitaient rejoindre des brigades djihadistes. Il faut établir le lien avec une organisation terroriste. D'ailleurs leur défense à ces personnes, c'est de dire que non, elles ne se sont pas rendues là-bas pour rejoindre une brigade terroriste, mais combattre légitimement le régime de Bachar el-Assad. Donc nécessairement, on recueille du renseignement par différents moyens, essentiellement humains et électroniques, bien sûr, évidemment. Gilles Kepel, la prison est un incubateur salafiste, la prison en France, où des petits délinquants, des petits voyous se retrouvent. Ou dans toute l'Europe, on le voit, c'est là. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples de gens qui sont entrés, qui n'étaient pas musulmans, qui se sont convertis parce que le milieu de la prison aujourd'hui, le film Un prophète le montre assez bien de cette manière-là, fournit finalement un encadrement, une deuxième famille, une identité, un but dans l'existence. Face à un milieu carcéral qui est atroce. Ils ne sortent pas tous de prison, il y a aussi certains sont très bien intégrés. Oui, bien sûr, absolument. Parce que la prison est la plus frappante, si vous voulez, parce que ce sont les itinéraires les plus heurtés, les plus spectaculaires. Mais vous avez des jeunes qui ont quitté le collège, effectivement, et qui ont été récupérés avant la fin. Un mot sur ces images, moi je suis très surpris par ces femmes salafistes habillées en niqab qui tirent à la mitraillette. J'ai jamais vu ça. J'ai vu ça en Iran, bien sûr, où c'était quelque chose que le chiisme roméiniste montrait beaucoup. Mais dans la doctrine salafiste, une femme n'a pas à faire ça, à tirer la mitraillette. Même les salafistes les plus radicaux. Donc je suis quand même assez. Je suis assez. Vous pensez que ça peut être des images trafiquées ou de propagande? Non, je ne sais pas, mais je connais effectivement très bien la brigade en question. C'est la brigade française de Jabhat el-Nusra. Et là, semble-t-il, ce sont des Françaises, ce sont les femmes de cette brigade, cette unité française qui combat. Qui s'entraînent donc. Oui, les femmes suivent un entraînement dès leur arrivée. C'est pas pour combattre, en général, c'est simplement pour savoir se défendre en cas de besoin. C'est-à-dire que en fait, le salafisme est complètement éparpillé, si vous voulez. Vous avez plein de sectes différentes les unes des autres. Ça, pour un ouléma saoudien bon teint, c'est quand même limite. Ce que vous décrivez, c'est une irrationalité religieuse et idéologique, sauf que c'est la réalité. Ça se combat comment? On manque d'aumôniers musulmans sérieux en prison. On manque je mets des guillemets, un clergé musulman qui encadrerait les jeunes en mal de foi, ou de toute manière, étant donné ce qu'est l'actualité, ce qu'est Internet, on aura ce genre de parcours à la Némouche. Moi, la réponse que je ferais, c'est qu'on ne combat pas ce phénomène, on apprend à le comprendre, on le gère et on essaie de le connaître pour savoir comment l'appréhender. Mais aujourd'hui, la plupart de la prédication se passe sur Internet, c'est plus des sites spécialisés, c'est les réseaux sociaux, on n'interdit pas les réseaux sociaux, Facebook, là, on peut Twitter, rien faire. On ne peut absolument rien faire contre cela. Aujourd'hui, la France est totalement démunie pour empêcher quelqu'un de partir. Des jeunes continuent de partir. Et encore récemment, je recevais un message d'un jeune homme qui me disait « Je viens d'arriver en Syrie,
j'ai testé le plan anti-djihad, il fonctionne à merveille. Ah oui, alors vous appelez ça, vous, lol djihad, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dérision qui s'attache. On en rit, on arrive à rire de décapitation sur Facebook, et c'est vrai que ça banalise, ça déshumanise, et ça rend le passage à l'acte beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça, moi je ne pense pas qu'on puisse lutter contre ce phénomène. Dans les mosquées, le discours est déjà, dans la quasi-totalité des mosquées, pour ne pas dire dans toutes les mosquées, le discours est anti-djihad, et la prévention n'a jamais fonctionné finalement dans aucun pays. Donc je pense qu'il faut juste apprendre à connaître ce phénomène. Alors, je vous propose un petit retour en arrière, sachant que Mehdi Nemmouche est loin d'être le premier Français à s'être radicalisé en prison. Un retour grâce au rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette sur le parcours de Khaled Kelkal. Et on y revient dans un instant donc. Été 95, une vague d'attentats déferle sur la France. Des actions menées par le GIA, une organisation armée qui veut imposer un État islamique en Algérie. Le 11 juillet, un imam modéré et son secrétaire sont assassinés. 2 semaines plus tard, une bouteille de gaz bourrée d'écrou explose dans le RERB à la station Saint-Michel. Quelques instants après cet attentat, toutes les mesures nécessaires et des instructions ont été données dans toute la France pour que les services de police soient renforcés, que les contrôles soient multipliés aux frontières, un peu partout. 8 morts, 117 blessés. Au cœur de cette série d'attentats, un homme, Khaled Kelkal. Tombé très jeune dans la délinquance, il a passé 2 ans derrière les barreaux. 2 années durant lesquelles il fréquente des religieux islamistes et se radicalise. On leur propose à ces jeunes détenus de l'argent. On les motive sous le nom d'Allah et des résistants algériens afin qu'ils aillent déposer des bombes dans Paris. Depuis le début des attentats, les gendarmes sont sur les dents. Malgré la traque, Khaled Kelkal commet encore 2 attentats. Dans un square parisien et devant une école juive près de Lyon. En septembre, 170 000 avis de recherche sont affichés. Le jeune homme est localisé. Tentant de résister, il est abattu. David Thompson, est-ce que les gamins que vous avez rencontrés pour votre bouquin connaissent l'histoire de Kelkal? Est-ce qu'il est une icône ou c'est une très vieille histoire? Une icône, non, mais effectivement, beaucoup s'identifient à ce personnage qui était finalement un personnage qui a à peu près le même profil que les jeunes qui sont aujourd'hui en Syrie, sauf que à l'époque de Khaled Kelkal, tout simplement, Internet n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc mais ils le connaissent? Oui, ils le connaissent, ils connaissent et pour eux, c'est un martyr abattu par la police? Ah oui, tout à fait, absolument. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils s'identifient plus à, par exemple, la figure de Mohamed Merah ou d'Oussama Ben Laden. Hola, qu'est-ce que Juan Gomez, homme du monde qui crapahute à droite à gauche. On va où ce soir en Angleterre? Ce soir au Royaume-Uni, effectivement, où en matière de lutte contre les filières djihadistes, le pays est vraiment très en avance sur la France. Il faut dire que depuis maintenant 7 ans, il existe un éventail de mesures destinées à lutter contre l'embrigadement de jeunes Britanniques. Alors si le Royaume a pris sitôt ce phénomène à bras-le-corps, c'est que la population tout entière a été traumatisée par les attentats du 7 juillet 2005. Ce jour-là, rappelons-le, 4 bombes explosent dans les transports publics de la capitale, faisant 56 morts, 700 blessés. Et ce qui va scandaliser en fait l'opinion publique, c'est que les 4 kamikazes étaient des Britanniques qui s'étaient radicalisés sur le sol de la Grande-Bretagne. Du coup, dès 2007, eh bien, les autorités ont mis en place la stratégie Prevent. Alors, comme son nom l'indique, elle s'appuie sur un volet préventif qui mobilise de nombreux acteurs, la police, les services sociaux, l'éducation nationale, des responsables religieux. Et l'objectif, finalement, c'est d'identifier les personnes vulnérables avant même leur radicalisation et de les aider, finalement, à retrouver une place dans la société britannique. Alors, toute la question est de savoir si cette expérience est efficace. En tout cas, les autorités estiment à 400 le nombre d'Anglais partis en Syrie, d'où l'idée, il y a quelques semaines, de lancer une nouvelle initiative à destination des familles et notamment des mères et des sœurs de potentiels djihadistes. On leur demande tout simplement de signaler aux autorités au plus vite la dérive de leurs frères et de leurs fils. Comme nous l'explique, vous allez le voir, cette responsable de la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas de traiter les femmes différemment. Nous avons rassemblé des femmes parce que nous savons qu'elles ont de l'influence dans les familles. Nous savons que nous pouvons nous influencer entre nous, ainsi qu'au sein de la communauté. Nous sommes souvent celles qui ramassent les morceaux et les plus touchées quand quelque chose se passe.
Voilà, les familles et notamment les femmes semblent donc être le dernier recours de la police pour endiguer le départ des jeunes Britanniques vers la Syrie. Alors parallèlement à ce volet préventif, il existe évidemment des mesures répressives. Par exemple, le gouvernement n'hésite plus à refuser le renouvellement des pièces d'identité des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité du pays. C'est ainsi que l'année dernière, 20 personnes ont été déchues de leur nationalité britannique. Alors pour l'instant, cette mesure ne concerne que les binationaux, mais en ce moment, il y a un projet de loi en Grande-Bretagne qui prévoit de rendre possible la déchéance de la nationalité, même dans le cas où cela les rendrait apatrides. Jean-Charles Brizard, est-ce qu'en France, ce serait imaginable la déchéance de nationalité pour les djihadistes? L'exemple que vous prenez est extrême, effectivement. Les Britanniques ont pris des mesures qu'on ne pourrait pas, me semble-t-il, envisager dans le contexte français. En revanche, il faut s'inspirer de ce qui est fait en Europe. Il y a de nombreux pays en Europe qui ont réfléchi au problème et qui ont initié des solutions bien avant nous. La ligne d'écoute qui a été créée, c'est une bonne chose, ça marche bien. Tout à fait. Le numéro vert, il y a eu 121 ça fonctionne bien, puisqu'il y avait un vrai besoin, en réalité, de la part des familles qui, auparavant, appelaient le commissariat du quartier, voire les magistrats, parfois antiterroristes, pour indiquer un certain nombre de faits. Aujourd'hui, on a une plateforme qui existe et c'est très bien. Mais il y a d'autres pays qui ont mis en œuvre des mesures. Par exemple, en Belgique, on supprime les droits sociaux des familles qui décident de partir en Syrie. Est-ce que c'est dissuasif, ça? Non, mais ça a un caractère quand même dissuasif si on supprime les droits sociaux. Sachez par exemple qu'en France, dans de nombreux dossiers de femmes qui se rendent en Syrie, on voit, les magistrats observent, de nombreux allers-retours de femmes qui vont simplement là-bas pour alimenter le mari sur le front, grâce aux allocations familiales. C'est une chose importante. D'autres pays permettent le retrait du passeport, la confiscation du passeport lorsqu'il y a des soupçons que la personne va se rendre en Syrie. Donc voilà, ce sont des mesures qui effectivement seraient envisageables en France. On est entre deux solutions. On punit les familles, on essaie de collaborer avec elles, comme en Angleterre. Il y a quelques mois, il avait dit plusieurs fois, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, parlait justement d'un ennemi intérieur. Et l'expression avait fait scandale. Est-ce qu'elle vous paraît valide? Est-ce qu'il y a un ennemi intérieur à l'intérieur de notre société? Bien sûr, on est passé d'un ennemi importé, issu de groupes terroristes étrangers, de réseaux terroristes très loin de chez nous, à un terrorisme de plus en plus implanté. Et est-ce que cet ennemi intérieur, c'est le petit voyou qui va aller en prison et qui va devenir autre chose? Qui est l'ennemi intérieur? Je le reconnais comment, moi? Il y a des profils très différents. Il faille le penser comme ça. En fait, le problème, c'est le croisement qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un phénomène de délinquance issu du tissu social déchiré des quartiers épouvantables de la banlieue de Marseille, ou de Roubaix-Tourcoing, comme dans le Nord, désindustrialisé. Et d'autre part, le croisement avec le discours djihadiste du Nouvel Âge dont on a parlé tout à l'heure. Avec une stratégie globale, Gilles Kepel. Oui, du point de vue des djihadistes, Abou Moussa Bassouri, dont on a parlé, c'est la destruction de l'Occident. C'est-à-dire, en passant par quoi? Par une crispation? Quand on le lit, on se pince, on croit que c'est complètement débile. C'est-à-dire qu'il faut susciter des actes de violence qui vont avoir pour conséquence que la population européenne non musulmane ou non encore musulmane va se braquer contre les musulmans. Ça va déclencher l'islamophobie, entre guillemets. Les acteurs de la lutte contre l'islamophobie vont se servir de ça pour élargir leur cercle de sympathisants. Et dans les textes de Souris, ça, c'est la phase qui s'appelle la guerre d'usure. Ensuite, il y a l'équilibre où une guerre civile se déclenche et où des enclaves islamistes se constituent. Et après, ça fait péter les sociétés européennes. On n'en prend pas le chemin de ça, justement? Décrit tel quel, c'est terrifiant, si vous voulez. Ça donne une espèce de vision paranoïaque. Les petits soldats qui viennent ici, à mon avis, sont imbus de cette vision des choses. Pourquoi est-ce qu'on va tuer systématiquement des juifs? Parce que, d'une part, ça permet d'élargir, c'est toute l'histoire du conflit israélo-palestinien, etc. Ça trouve un écho médiatique considérable aussi. Et ça suscite des réactions très violentes de la société européenne. Ça suscite des réactions hostiles. C'est ce que l'un de vous disait tout à l'heure, à savoir, il faut que les musulmans, dans leur ensemble, dénoncent les brebis galeuses dans leur sang. Pourquoi, moi, musulman, devrais-je... Donc, du coup, ça crée un sentiment de dénonciation, etc., etc. Il y a déjà eu ça après le 11 septembre. Et c'est ça qui est aujourd'hui à l'heure. Alors, comment faire la distinction entre les âneries qu'on voit sur le texte et la réalité? C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Ce sera votre mot de la fin pour ce dossier et ce débat ce soir, en tout cas.